de m'avoir invité à parler d'un sujet qui nous tient tout à fait à cœur avec Olivier Bouchot, car nous sommes actuellement investigateurs d'une étude sur le traitement de la cryptococcose qui a lieu actuellement au Burundi. Nous y reviendrons. La cryptococcose neuroméningée est un enjeu majeur de santé publique dans le domaine du VIH en Afrique subsaharienne, avec une incidence estimée autour de 720 000 cas par an, et ce notamment dans les pays à forte séroprévalence du VIH. Dans ces pays à forte séroprévalence du VIH, la cryptococcose correspond à la deuxième infection opportuniste, juste derrière la tuberculose, et la première cause de méningite avant les méningites bactériennes. La mortalité en Afrique subsaharienne est très importante. En dehors de certains centres de référence hospitalo-universitaires, elle peut monter jusqu'à 70%. Et cela nous permet d'estimer le nombre de décès annuels autour de 500 000. Ce qui est, comme vous le voyez, énorme. On est à la hauteur de la mortalité liée à la tuberculose, par exemple, en Afrique subsaharienne. En Asie du Sud-Est, la situation est également alarmante, avec plus de 100 000 cas par an, une mortalité plus de 50%, avec un nombre de décès annuels à plus de 50 000. Dans les pays du Nord, la mortalité n'est pas nulle, vous le voyez, 9%, et encore cela correspond à une étude où les cas les plus sévères étaient exclus. Et donc, la cryptococcose correspond à un nombre tout à fait notable de décès par infection opportuniste. Alors en Afrique subsaharienne, qu'en est-il de l'épidémiologie de manière un peu plus récente depuis l'amélioration de la disponibilité des antirétroviraux? Alors deux cas de figure, vous voyez ici le premier cas de figure, comme par exemple en Afrique du Sud, dans les pays à forte séroprévalence VIH. Donc dans ces pays-là, vous voyez en zone grisée l'amélioration et l'augmentation du nombre de patients sous traitement antirétroviral entre 2003 et 2008. Malgré cela, vous voyez que l'incidence de la cryptococcose ne diminue pas. Évidemment, comme il y a de nouveaux patients qui sont diagnostiqués à un stade le plus souvent assez tardif, il y a toujours des infections opportunistes correspondant au stade d'immunodépression les plus importants. Deuxième cas de figure, dans les pays d'Afrique avec une séroprévalence un peu plus faible, comme ici, vous voyez l'exemple au Burkina Faso, où la séroprévalence du VIH est inférieure à 2%. Il y a une diminution récente de l'incidence de la cryptococcose, comme ce qu'on a pu voir dans les pays du Nord après 1996. Donc vous voyez qu'il y a une diminution du nombre, on est à Bobo, là, dans la province de Bobo au Burkina, une diminution du nombre de cryptos hospitalisés à l'hôpital de Bobo, de 14 en 2002 à 2 cas en 2010, et c'est inversement proportionnel à l'amélioration de la mise sous antirétroviraux des patients de la province. En termes de traitement curatif, vous connaissez très bien ces recommandations. La première, donc tout ça a bien détaillé le traitement de la cryptococcose, les recommandations américaines en 2010, les recommandations de l'OMS en 2011. Assez brièvement, 3 phases de traitement: phase d'induction pendant 2 semaines, phase de consolidation pendant 8 semaines et phase de maintenance ou bien prophylaxie secondaire pendant au moins 1 an. Et ce qu'on dit, évidemment, surtout après une restauration immunitaire suffisante, on dit au moins 100 CD4 pendant au moins 3 mois. Donc tout d'abord, le traitement d'induction. S'il est disponible, évidemment s'il est disponible, le traitement de référence, c'est amphotericine B plus 5-FC aux concentrations respectives, posologies respectives, pardon, de 0,7 à 1 mg kg et 100 mg kg jour. Afin de pouvoir avoir une comparaison avec ce qui va venir après, à quel taux de mortalité, environ à la 10e semaine, sont associés ce traitement? Aux USA et en Europe, la mortalité à S10 dans l'étude Princeps, publiée en 1997 dans le New England, était de 9,4%, mais dans cette étude, les cas les plus graves étaient exclus. Les patients dans le coma, par exemple, étaient exclus. Dans une cohorte française, publié en 2008, la mortalité était à 11,8%. Et en Afrique du Sud, dans un essai où c'était la posologie d'Ampho-B qui était randomisée, 0,7 ou 1 mg kg, toujours en bithérapie, la mortalité était la même dans les 2 bras et elle correspondait à peu près à 24%. Donc en Afrique du Sud, dans les grands hôpitaux du Cap, on est à 24% de mortalité. Consolidation et maintenance, traitement par fluconazole
orale, 400 à 800 mg par jour pour la consolidation et 200 à 400 mg par jour pour la maintenance. Donc je ne suis pas là pour vous convaincre de l'importance de la recherche clinique, je pense que vous l'êtes autant que moi. En tout cas, ce que je voulais, c'est vous faire passer le message de quelle est la priorité de recherche clinique dans le traitement de la cryptococose. À mon sens, il me semble que c'est réduire ce taux de mortalité dans les pays du Sud, qui est actuellement entre 40 et 70%, ce qui est vraiment beaucoup trop important. Pourquoi cette disparité nord-sud? Évidemment, disparité d'accès aux soins. Les patients arrivent souvent à des stades beaucoup plus tardifs, avec des maladies beaucoup plus graves, des complications neurologiques et des hypertensions intracrâniennes sévères. Évidemment, disparité en termes de disponibilité de diagnostic. J'ai pu voir qu'au Burundi, dans certains hôpitaux de province, même l'encre de Chine parfois venait à manquer. Et évidemment, la culture et les antigènes crypto sont réservés au centre en général des capitales. On le verra jusqu'à récemment avec actuellement un antigène crypto, une nouvelle méthode qui va permettre d'améliorer cela. Et troisièmement, disparité en termes de thérapeutique, avec indisponibilité de la 5FC dans beaucoup de pays, indisponibilité de l'Ampho-B également dans beaucoup de pays, et l'Ampho-B se heurte à d'autres problèmes, qui est la difficulté de surveillance avec le ionogramme. La kaliémie est un examen parfois un peu difficile avec les réactifs, qui viennent parfois à manquer, et la nécessité de respect de la chaîne du froid. Donc il est indispensable de développer des alternatives, et vu ce qu'on a vu également sur l'incidence de la crypto, il est indispensable de développer des intérêts de stratégie, des stratégies préventives. Bon, en tout cas, la cryptococose passionne, car on a pu retrouver plus de 200 références sur cryptocoque, patients et traitement et HIV. Donc tout d'abord, les alternatives au traitement de référence. Le principe, c'est se baser sur des fortes doses de fluconazole, si possible en bithérapie bien sûr. Pourquoi le fluconazole? Parce qu'il est disponible, parce qu'il est plutôt bon marché. En effet, il est parfois même disponibilisé par le programme national. Et il ne nécessite pas d'hospitalisation prolongée car il se donne par voie orale. La biodisponibilité est tout à fait correcte. Et donc les gélules peuvent être données entières ou elles peuvent même être vidées en cas de trouble de la déglutition pour être administrées par sonde nasogastrique. La pénétration dans le LCR est excellente. Dans une étude parue en 2010, la concentration avait été mesurée LCR et sérum et le rapport était supérieur à 90%. Et je tenais à attirer votre attention sur des interactions importantes avec la rifampicine. Ça peut paraître un détail, mais dans certaines études, il y a jusqu'à 25 à 30% de co-infection cryptococcus tuberculose. Il faut absolument augmenter les posologies de fluco lorsqu'on le co-administre avec la rifampicine. Donc quand on dit forte dose de fluco, on entend au moins 1200 mg par jour. Et lorsqu'on dit bithérapie, évidemment, ce sont avec la 5FC ou avec l'amphotéricine B. Donc, revenons un peu sur les études qui parlent de fluconazole à forte dose. Ces courbes un peu incompréhensibles sont en fait très simples. Un patient égale une ligne. Ce sont les cultures quantitatives des LCR pris séquentiellement au fur et à mesure du traitement d'un patient. Donc le but, c'est d'avoir une culture négative, idéalement à J15. Donc normalement, tous les patients devraient être là, à J15. Donc ça, vous le voyez que ça n'est absolument pas le cas. Donc les études, la première étude en Ouganda a fait Fluco 800 versus Fluco 1800. Vous voyez qu'avec 800 mg, on est quasi fongistatique. Donc on est avec une activité fongicide qui est de moins 0,07 log CFU par jour. C'est vraiment pas grand-chose. On voit qu'on augmente significativement ce résultat lorsqu'on monte à 1200 mg par jour. Deuxième étude au Malawi, Fluco 1200 versus Fluco 1200 plus 5FC. Et on voit qu'il y a une amélioration significative de l'EFA également. EFA, c'est donc l'activité fongicide, entre moins 0,11 et moins 0,28 log CFU. On gagne donc de manière significative en activité fongicide. Néanmoins, je vous ai mis à droite le traitement de référence et vous voyez qu'on est encore loin de là, même avec des fluco forte dose, même en bithérapie, on reste loin de l'activité fongicide de référence qui est à moins 0,45 log CFU par jour. Concernant exactement ces mêmes études, voyant l'efficacité clinique,
Allons aux patients et éloignons-nous des LCR. Et on voit que la mortalité à S10, selon exactement ces mêmes études, sont les suivantes. Première étude, donc en Ouganda, 800 contre 1200, la mortalité diminue. Monothérapie versus bithérapie au Malawi, la mortalité diminue. Néanmoins, encore une fois, on n'est pas encore au taux de mortalité obtenu avec le traitement de référence en Afrique du Sud. Donc une des questions soulevées, c'est faut-il augmenter encore la posologie du fluconazole? Ça a été testé dans une étude pilote nord-américaine, incluant malheureusement assez peu de patients. Vous voyez qu'il y a assez peu de patients par bras, donc il est assez difficile de conclure de grands messages sur cette étude. 2 messages pourtant. Le premier, les flèches rouges. Lorsqu'on augmente la posologie de fluconazole, on réduit le taux de mortalité avec peut-être un petit effet plateau, ici entre 1006 et 2000. Et deuxième message, pour chaque posologie de fluconazole, la mortalité diminue lorsqu'on associe le 5FC. Néanmoins, on ne va pas pouvoir monter éternellement les posologies de fluconazole à cause de la tolérance, et puis je dirais un tout petit mot des résistances. Donc la tolérance, une fois n'est pas coutume, commençons par la dernière ligne. Donc à 1200 mg, je vous ai parlé déjà de 2 études, je vous parlerai de 2 autres études par la suite. Au total, j'ai pu totaliser 125 patients qui ont reçu 120 mg par jour de fluco pendant 2 semaines, et dont aucune de ces études n'est relatée de cytolyse grade 3 ou 4. C'est plutôt quand même une bonne base pour partir à 120 mg par jour. Après, si on monte un peu, l'étude dont je viens de vous parler, l'étude pilote nord-américaine, il y a 48 patients qui reçoivent 1006 ou 2000, et encore une fois, c'est pendant 10 semaines et non pas 2 semaines, donc ça potentiellement avec une tolérance moins bonne, et on a, entre guillemets, que 4 cytolyses supérieures à 1,5 N, ce qui correspond à 8%, ce qui est quand même assez raisonnable. Une dernière étude, c'était une étude plus ancienne, qui concernait d'autres patients. Ce n'était pas sur de la cryptococose, peu importe. Des patients reçoivent 1600 ou 2000 mg de fluco et une seule cytolyse est notée. Donc on peut dire qu'à 1200, c'est sûr, ça passe. À 1600, probablement, ça doit passer aussi. Les autres problèmes de tolérance, la tolérance gastro-intestinale, elle doit pouvoir être réduite en répartissant les posologies. La toxicité neurologique, elle est très probable. Alors, elle a été décrite, effectivement, à 1600 ou à 2000 mg par jour. C'est important, néanmoins, dans le cadre de la cryptococose, elle va être très difficile à identifier, évidemment, avec une infection qui est atropisme neuroméningé. Enfin, les interactions médicamenteuses. On a parlé de la rifampicine, qui réduit le fluco de 25 à 50%. Et l'autre interaction importante, c'est la névirapine. Donc le fluco augmente la concentration de névirapine de plus de 80%. Néanmoins, dans l'étude parue dans le JACC en 2010, cela n'était pas associé à une augmentation des effets indésirables de la névirapine, que ce soit au niveau hépatique ou immunoallergique. Quelques mots des résistances. Ça a été une grande inquiétude. Et finalement, dans les dernières études, on est plutôt un peu rassuré. La dernière étude que j'ai retrouvée était publiée en 2011. C'était quasi 1000 souches de crypto sur 3 continents et 97% des souches avaient une CMI inférieure ou égale à 8. Donc en Afrique, l'étude la plus récente que j'ai retrouvée, c'est au Kenya. 67 patients atteints de crypto, 97% de sensibilité au fluconazole au diagnostic. 2 petits messages importants, c'est que déjà, pas de différence significative entre Cryptococcus neoformans et Cryptococcus gattii en termes de sensibilité, en tout cas rien de significatif pour changer les recommandations thérapeutiques. Et des résistances acquises sous fluco, bien sûr, ça a été décrit, mais ça a été décrit sous fluco à faible dose. Et évidemment, dans la crypto, quand on dit faible dose, c'est 400 mg par jour. Donc, les alternatives au traitement de référence dans les pays où il y a des indisponibilités de traitement sont les suivantes selon l'OMS. Donc, si l'Ampho-B est disponible et le monitoring est possible pendant les 14 jours de traitement, évidemment, Ampho-B 14 jours et le fluconazole à 800 mg par jour peut tout à fait remplacer la 5FC. Cela est basé sur une étude de phase 2 en Thaïlande et aux USA, et surtout sur cette étude de phase 3 parue récemment, réalisée en Afrique du Sud, avec un bras Ampho-B plus fluco 800, un autre bras Ampho-B plus fluco 1200, troisième bras
traitement de référence. On verra, il y a un quatrième bras avec le Vorico qui est moins intéressant, je trouve. Bref, en tout cas, tout ça est équivalent en termes d'activité fongicide. Donc, quand il y a l'amphobé, il ne sert à rien de monter à 1200, 800 suffit. Si l'amphobé est disponible, mais pour une raison ou une autre, on peut donner qu'un traitement court parce qu'on manque d'amphobé, ou parce que le monitoring est limité et qu'on sait bien que la tolérance de l'amphobé pendant 7 jours est en général très bonne, alors que 14 jours, vraiment, elle est plus difficile. Dans ces cas-là, on fait un traitement court d'amphobé, 5 à 7 jours, et là, il faut monter le fluconazole à 1200 mg par jour. Les datas sont encore limitées sur ces données-là. Néanmoins, on a une cohorte ougandaise avec 30 patients qui a reçu ce traitement-là avec l'amphobé uniquement 5 jours. On voit que l'activité fongicide est correcte, mais surtout, ce qui est tout à fait correct, c'est le taux de mortalité à S10 qui est à 28% et qui donc est vraiment inférieur à 40%. Une étude récente réalisée également au Malawi avait un bras fluco 1200 et amphobé 7 jours, et l'activité fongicide était vraiment tout à fait correcte, approchant presque l'activité fongicide du traitement de référence. Enfin, lorsque l'amphobé est vraiment indisponible, eh bien, c'est fluconazole, bithérapie avec la 5-FC quand on peut, malheureusement monothérapie si on ne peut pas. Tout ça est basé sur l'étude du Malawi dont on a parlé tout à l'heure. Et la question dans ce domaine-là, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt de monter les POSO du fluco à 1600 mg par jour? C'était notre idée, et donc l'étude pilote est en cours actuellement au Burundi à 1600 plus la 5-FC, résultat attendu dans une bonne année. Donc allons assez rapidement regarder les autres domaines d'intérêt du traitement de la cryptococose, après les alternatives qui me semblaient être vraiment le chapitre le plus important. Regardons un peu la place des nouveaux antifongiques. Je ne saurais vous rappeler que les échidocandines sont inactives sur cryptocoque, donc on va surtout parler de dérivés azolés. Les avantages, c'est la possibilité de la voie orale, si on respecte les conditions d'administration, à jeun pour le Vorico et avec un repas gras pour le Posaco. Les CMI sont vraiment plus basses qu'avec le fluconazole. C'est la même étude que tout à l'heure, Pfaller en 2011, et on voit que plus de 95% des souches ont une CMI inférieure à 0,25. Donc on a vraiment des CMI très basses et une bonne pénétration dans le LCR qu'on connaît, surtout pour le Vorico, avec l'expérience qu'on a de l'aspergillose. Les inconvénients, évidemment, c'est beaucoup plus cher et il y a plus d'interactions médicamenteuses qu'avec le fluco. Donc cela peut être difficile, notamment avec les antiprotéases. Donc la place des Vorico et Posaco, probablement en cas de résistance au fluco pour le traitement de consolidation et de maintenance, en tout cas également pour la maladie réfractaire. Les données de la littérature sur leur place sont pour l'instant assez maigres. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait un bras amphobé plus Vorico dans l'étude africaine d'Afrique du Sud, qui montrait que c'était équivalent à amphobé plus fluconazole 800. Donc finalement, comme c'est équivalent à amphobé à fluconazole, je ne sais pas trop quelle est la place de ce résultat. En tout cas, ce qui me semble surtout très très intéressant, c'est ça, dans la cryptococose réfractaire, que ce soit avec le Vorico ou avec le posaconazole, même si le taux de réponse n'est pas excellent, ce qui est important, c'est le taux de survie. Et on voit que sur des maladies graves et réfractaires, on arrive à obtenir plus de 70% avec le posaconazole et plus de 90% avec le voriconazole de survie à S12. Et ça, c'est intéressant. Les traitements associés aux antifongiques, Olivier Bouchot comme moi-même sont des fervents défenseurs des PL évacuatrices, comme vous, j'imagine également. Donc, un patient sur 2 a une hyperpression du LCR, dans le domaine de la cryptococose neuroméningée, et un patient sur 4 a une hyperpression sévère. Vraiment, au-dessus de 35 cm d'eau, c'est très sévère et c'est associé à une surmortalité très importante. Surmortalité qui, dans une étude, a pu être montrée comme étant compensée par la réalisation des PL déplétives. C'est donc quelque chose qui est très important à réaliser. Ça ne nécessite absolument pas de manomètre. À Bobigny non plus, on n'a pas de manomètre. On a des tubulures à perfusion, un mètre mesureur et un verre gradué. Et cela suffit à mesurer la pression. Et si elle est supérieure à 25 cm d'eau, à faire une ponction lombaire évacuatrice de 20 à 30 ml. En tout cas, les protocoles est assez bien détaillé dans les recommandations de l'IDSA. Vous le retrouverez dedans. Et c'est vraiment
très important de promouvoir la réalisation de ce traitement adjuvant qui est finalement assez simple et qui, dans les 2 premières semaines de traitement, peut vraiment sauver les malades. Le traitement antirétroviral, je vais laisser Serge et Ollier en parler beaucoup mieux que moi. Et enfin, les traitements immunomodulateurs, les corticoïdes n'ont pas montré d'intérêt quand on les donne de manière systématique, comme dans la tuberculose par exemple. On les donne dans des situations particulières, évidemment dans les iris sévères, évidemment dans les cryptococomes avec œdème cérébral. Voilà. Et donc l'interféron gamma, une étude récente contre placebo, randomisée en Afrique du Sud, a montré l'amélioration de l'activité fongicide, mais aucun effet sur la survie. Je vais aller brièvement sur le traitement préventif, qui est non recommandé par l'IDSA et par l'OMS si les antirétroviraux sont disponibles, car on est tous d'accord pour dire que le meilleur traitement préventif, c'est les traitements antirétroviraux, et c'est améliorer l'immunité des malades. Donc, dans plusieurs études, la prophylaxie par fluconazole a montré une réduction d'incidence, mais jamais de réduction en termes de mortalité. Donc, si les antirétroviraux sont disponibles, pas de traitement préventif recommandé. Ce qui est par contre vraiment recommandé, c'est le traitement préemptif, et je terminerai avec ça. Le principe, c'est que la maladie, avant d'être maladie d'organes, est une infection asymptomatique. On sait que l'antigène cryptocoque est positif environ 22 jours avant le début des symptômes. Et si on arrive à attraper les malades pendant ce laps de temps où il y a une infection, mais pas encore de maladie d'organes, on peut leur donner un traitement préemptif et diminuer la surmortalité liée au fait d'avoir un antigène cryptocoque positif. Donc le traitement préemptif recommandé dans ce cas-là, c'est fluconazole à forte dose, 800 à 1200 pendant 2 semaines, puis fluconazole à 400 mg par jour pendant 8 semaines. Encore une fois, attention aux interactions. Et cela est possible uniquement parce que l'antigène cryptocoque va être de plus en plus disponible. En effet, jusque-là, les techniques latex et ELISA étaient réservées au centre de référence, mais ce nouveau test LFA, Lateral Flow Assay, permet une excellente sensibilité, une excellente concordance avec l'ELISA, ne dure que 10 minutes, coûte 2 € par test, et c'est vraiment une technique point of care, comme ce que vous connaissez avec le VIH et le paludisme. Donc l'intérêt, c'est de réduire la surmortalité, on l'a dit, et je vous laisserai avec cette conclusion que j'emprunte à M. McCutcheon, c'est que ce soit pour le traitement préemptif ou le traitement curatif, les traitements de la cryptococose à base de fluconazole à forte dose sont vraiment une priorité. Je vous remercie beaucoup.